Parfait. Bien, bonjour tout le monde, puis bienvenue à ce panel intersectoriel d'ouverture de la programmation thématique de la cinquième édition des Dialogues pour le climat, intitulé Ville et village, leader dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc, même si nous sommes en ligne, la majorité des gens présents se trouvent à Tiohtià:ke, aussi connu sous le nom de Montréal, un territoire autochtone non cédé, historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc, nous souhaitons les reconnaître comme gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles beaucoup d'entre nous nous trouvons et souligner les liens continus entre les peuples autochtones et toutes les communautés qui y vivent. La cinquième édition des Dialogues pour le climat se fait à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris avec la COP30. Les villes et les villages ont été historiquement leaders dans l'action contre les changements climatiques, et ce, surtout quand les États font parfois des reculs. Et donc, je suis très contente d'ouvrir notre programmation des 2 semaines de la COP avec cette thématique, surtout avec cette belle brochette de panélistes. Donc, les Dialogues pour le climat, c'est une initiative intersectorielle qui vise à rendre les négociations climatiques plus accessibles, inclusives et mobilisatrices. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. Et on a beaucoup de beaux événements pendant les 2 semaines de la COP que je vais mettre dans le chat dans quelques secondes. Et puis, on tient aussi à remercier les 10 organisations partenaires des Dialogues pour le climat que vous pouvez voir en dessus de nos visages et aussi nos partenaires financiers que vous pouvez aussi voir dans la ligne du dessous. Donc, ce webinaire est enregistré et sera disponible prochainement sur YouTube. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre animatrice, Thalie Labonté, qui est urbaniste et titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement et politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Elle est également urbaniste, comme je le disais, et son rôle à vivre en ville consiste à développer des partenariats stratégiques et à soutenir la stratégie de positionnement et de rayonnement de l'organisation. Dans ce cadre, elle fait partie de la délégation jeunesse à la COP30. On est donc toutes deux en ce moment à Belém, donc très contente d'être avec vous en direct de la COP30. Donc, Thalie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde à ce webinaire. Merci d'être présente. Donc, comme le disait Elisabeth, là, je suis actuellement à la COP30 et honnêtement, même en y étant présente, les thématiques abordées peuvent sembler quand même assez loin de notre réalité quotidienne, mais il y a vraiment un lien plus étroit qu'on le pense avec justement notre quotidien. Il y a un lien avec les déplacements qu'on fait pour se rendre au travail le matin, avec nos habitudes de consommation, avec la protection des milieux humides, la création de parcs ou avec notre façon même d'habiter le territoire. Bref, avec la multitude de leurs champs d'action, les villes et les villages se trouvent vraiment en première ligne de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. C'est donc, un peu comme Elisabeth le disait, pourquoi on réunit aujourd'hui divers panélistes pour explorer comment les collectivités locales du Québec et de la francophonie canadienne peuvent mettre en œuvre l'accord de Paris dans leur milieu, donc à travers des actions concrètes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et maintenant, au lendemain des élections municipales là, qui ont eu lieu déjà le 2 novembre dernier, on a vu une réaffirmation du leadership municipal pour l'action climatique. Donc, sur ce, je vais maintenant procéder pour vous présenter les différents panélistes qui sont présents aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons Ève Bourgeois, qui est professeure adjointe au département de sciences politiques de l'Université Laval. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Toronto en collaboration avec l'École en environnement. Elle a aussi travaillé au sein du consortium scientifique Ouranos, où elle a accompagné une diversité d'acteurs en vue d'accroître la résilience du Québec face au changement climatique. Ensuite, nous avons Stéphane Desjardins, qui est représentant du comité environnement du syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, membre du comité de l'environnement du syndicat canadien de la fonction publique du Québec et du comité Transition juste de la Fédération des travailleuses et des travailleurs du Québec. Donc, il œuvre à travers ses fonctions à faire reconnaître le rôle essentiel des milieux de travail dans la lutte climatique et la transformation écologique du monde municipal. Nous avons également Blaise Rémillard, qui est responsable mobilité et urbanisme au Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, depuis 15 ans, Blaise œuvre pour la transition socio-écologique et la lutte à l'exclusion au sein d'organisations de différents quartiers montréalais et du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il a participé notamment au livre blanc sur le stationnement à Montréal et fait partie de l'Alliance Transit pour le financement des transports collectifs. Finalement, on a également Paul Germain, qui est maire de Prévost, nouvellement réélu pour un autre mandat. Donc, Ville de Prévost, qui est très active sur les questions de la réduction des déchets et de la décarbonation du bâtiment. Il va sûrement pouvoir vous en parler un peu plus au fil du webinaire. Donc, maintenant, j'aimerais laisser aux panélistes le temps de prendre 5 minutes, en fait, pour mettre sur la table ce que vous faites, en fait, dans vos milieux,
pour faire un lien entre l'accord de Paris, entre nos engagements climatiques qui sont internationaux, mais vraiment plus au niveau local, puis comment les villes et les villages peuvent contribuer à atteindre ces objectifs nationaux. Donc, je vais y aller avec, je pense, l'ordre dans lequel je vous ai présenté. Donc, je commencerai avec Eve si ça te convient. Donc, je te laisserai un petit 5 minutes là, pour peut-être présenter, c'est ça, ce que tu fais, puis comment ça s'implique là, dans nos objectifs internationaux. Oui, absolument. Mais merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici avec vous. Je suis certaine que mon introduction va rejoindre celle de mes co-panélistes là, sur l'importance en fait des villes dans la lutte au changement climatique. Il y en a été mention dans l'introduction. Donc, les villes sont des leaders depuis des décennies qui ont été reconnus par la littérature scientifique. Les villes ont agi pour la lutte pour le climat, que ce soit même dans un contexte où les paliers gouvernementaux supérieurs, que ce soit au provincial, fédéral dans le contexte canadien, mais même à l'échelle internationale, ils se sont été reconnus comme des acteurs clés en termes de lutte au changement climatique, même dans des contextes plus difficiles. On peut penser aux États-Unis, là, où les enjeux climatiques sont controversés, on va dire, avec justement la prise de parole de Donald Trump à l'Assemblée nationale, aux Nations unies, excusez-moi, qui disait que, dans le fond, les changements climatiques étaient un hoax. Bref, dans un contexte politique assez difficile aux États-Unis, il y a quand même des villes qui prennent le leadership, et ça depuis plusieurs années, là. On parle de fin des années 90, années 2000. Donc, c'est vrai à l'international, comme j'ai dit, aux États-Unis, c'est vrai également au Canada. Il y a plusieurs villes là, qui prennent des engagements pour réduire les effets, leurs effets de serre. On peut penser à Paris qui s'est engagé comme à être carboneutre d'ici 2050, même chose à Montréal. Donc, donc c'est vraiment important de reconnaître le rôle des villes comme leaders. Ce qui m'amène aussi dans le contexte québécois. Donc, il y a plusieurs responsabilités municipales et, comme je disais, mes co-panélistes vont pouvoir en parler, là, qui font des municipalités du Québec des acteurs clés, autant dans la réduction de gaz à effet de serre que l'adaptation au changement climatique pour mieux faire face aux impacts qu'auront justement les changements climatiques sur nous. On parle de mobilité durable, la réduction d'énergie fossile dans les bâtiments, mais aussi dans les véhicules de la ville. Je pense que le cas de Prévost en est un. La gestion des matières organiques, l'aménagement du territoire, la protection des milieux humides, verdissement, mais ça peut être aussi très concret comme la révision de techniques de déneigement, pardon, qui doivent être adaptées justement avec les gels, dégels, le verglas, etc. Donc, ça reste potentiellement un détail, mais c'est la complexité en fait auquel les villes font face. euh, qui doivent agir vraiment sur tous les fronts pour s'assurer que le bien-être de leur population, et ce qui m'amène en fait à vous présenter rapidement mes intérêts de recherche. Donc, en tant que professeur à l'Université Laval, là, je m'intéresse à la gouvernance climatique municipale, à la résilience urbaine, la justice climatique et la justice environnementale, qui vont toucher également là, tous les aspects dont j'ai mentionné. Je m'arrête ici parce que je pourrais parler très longtemps et donner un cours complet là-dessus, donc je vais laisser la parole aux autres personnes. Merci beaucoup, Eve. Très apprécié. Donc, je passerai, puis ça faisait directement lien avec la ville de Prévost, là, fait que je suis curieuse après de poursuivre là-dessus. Mais Stéphane Desjardins aussi directement impliqué là, sur le terrain avec travailleurs, travailleuses. Donc, je te laisse Oui, nous présenter un à peu la c'est ville quoi de les liens. Montréal, on peut dire que c'est pas facile. En fait, moi, je suis représentant des cols bleus de la ville, mais en fait de l'île de Montréal. C'est parce que même les villes défusionnées même de Montréal, là, tous ceux qui sont sur l'île, les cols bleus, je les représente. Puis, point de vue environnement, c'est tout un défi, comme le disait Eve justement, parce il y a plein d'enjeux, puis c'est pas évident, autant pour les travailleurs de savoir comment s'impliquer là-dedans, comment mettre l'épaule à la roue pour faire avancer les choses dans le bon sens. Puis avec la FTQ, Patrick Rondeau et son équipe ont développé, ben, en fait, et les comités, tout ça, on a tous parlé de ça, puis ils ont développé avec le temps un outil qui appelle le laboratoire de transition juste. Puis ça l'aide les municipalités dans le moment. Tu sais, j'essaie d'implanter ça tranquillement. C'est pas facile. Écoutez, moi, je suis un agent mobilisateur. Je suis pas un gars d'environnement, là. Tu sais, je suis pas un gars hyper convaincu, mais ce qui arrive, c'est que si on est capable de me convaincre, je vais être capable de convaincre les autres. Puis je suis un agent mobilisateur. Puis je pense que c'est là ma force. Puis j'essaie de mobiliser les gens par la transition juste, par le laboratoire de transition juste, qui fait que
Nous, on veut que tous les acteurs s'assoient alentour d'une même table. Exemple, comme les professeurs de l'Université Laval, exemple, s'asseoir à une table, mettons, avec des travailleurs, avec des élus, comme le maire qu'on est ici. On assied tout ce beau monde-là à la même table, avec des travailleurs, avec des commerçants, avec des citoyens. Puis là, on essaie de capter, exemple, par arrondissement, à Montréal, exemple, c'est quoi les enjeux de tel arrondissement, les problématiques, parce que souvent, les gens sur papier ou par statistique, ça arrive, c'est bien beau, mais sur le terrain, nous autres, on le voit, les travailleurs. Des fois, vous autres, les citoyens, les citoyens, ils le voient, les commerçants aussi. Donc, c'est le fun d'avoir la réalité de tout le monde, puis de trouver ensemble des vraies solutions qui vont pouvoir faire avancer la cause environnementale. Je pourrais aussi, moi aussi, continuer bien longtemps, mais je vais laisser la parole à mes autres collègues. Mais peut-être, là, comme on a le temps, je me demande si, Stéphane, tu pourrais peut-être élaborer juste un tout petit peu rapidement, là, comment c'est perçu par les travailleurs, tous ces Dans le moment, engagements-là que la municipalité prend, tu sais, même le pays en prend, mais plus concrètement, là, au niveau municipal. Je ne sais pas si j'ai on pourrait dire, peut-être perdu comment ma je pourrais dire, connexion. c'est pas facile parce que ça demande des efforts. Puis tout ce qui demande un effort est compliqué et difficile. Puis souvent, ben, on se dit, ben, moi, je fais des efforts. Tout le monde se pitche un peu la balle. Tu sais, parce que, exemple, quand on arrive on a de la marchandise puis tout ça, il faut défaire la marchandise, on voit le suremballage, tout ça. Fait tu sais, c'est comme, il faut prendre le temps, justement, de trier les choses après ça, quand on déballe, puis tout ça. Mais il faut que l'employeur le donne, ce temps-là aussi. Puis il ne faut pas que ça ait l'air du vol de temps, c'est pas du poignage de cul, comme on dit. Il faut le faire. Il faut prendre le temps de faire les choses. Mais les gens, on dirait qu'on est dans un mode rapide, tout ça. Puis on a une pression venant de partout. Puis je ne sais pas, tu sais, à quelque part, on dirait que c'est difficile pour les employés. Au début, c'est comme tout le monde. Quand que le recyclage a commencé, c'était pas facile. Tu disais, ben là, il va falloir que je lave mes cannes, puis tout ça. C'est quoi cette affaire-là de laver mes vidanges? Tu sais, mais c'est un peu ça, les employés, ben, les travailleurs, que je veux dire, ben, eux autres, c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est comme il y a c'est pas facile. C'est un mode, comment je peux dire, faut les éduquer. Il faut leur donner les outils pour pouvoir leur montrer que hey, c'est facile, ça se fait. Il faut y aller étape par étape, petit pas par petit pas, des petits pas japonais, des petits pas là, pour être sûr qu'on va avancer. Mais les gens veulent faire des grands pas, ils veulent que ça aille vite. Mais vous le savez, quand on est dans le trafic, ça avance jamais assez vite. Ben, c'est un peu ça aussi dans la réalité des travailleurs. C'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir ensemble pour trouver tout le monde des solutions ensemble. Parce que moi, autant que je veux, c'est pas assez. Il faut être plus, il faut s'aider entre nous, puis se donner les outils pour pouvoir avancer, parce que sinon, ça ne marchera pas, malheureusement. Il faut y aller sur différents fronts, là, puis c'est un travail de longue haleine qu'on doit faire justement à différents niveaux. Puis, ben, c'est drôle que tu parlais de trafic, ça me fait quand même un bon lien avec Blaise qui travaille plus en transport. Transport et urbanisme aussi, je dirais. Fait que je te laisserai présenter un peu. Oui, tout à fait. Puis, donc, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, on est un des 17 conseils régionaux de l'environnement. On s'appelle CRE entre nous. Puis, on est réunis dans le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement. Et on est des organisations qui agissent à l'échelle de chacune des régions administratives du Québec pour mobiliser les acteurs dans le développement durable, jadis, à notre création. Puis maintenant, on parle plus de transition. On va travailler sur les politiques publiques principalement et de différentes façons, donc avec un volet de concertation des acteurs. Donc, on va concerter principalement les groupes en environnement, mais aussi ça peut être différents secteurs de la collectivité, des institutions, des pouvoirs municipaux, des entreprises. Et on va faire de la mobilisation des connaissances aussi. On va faire de la co-construction de différents documents de référence. Donc, par exemple, le livre blanc sur le stationnement qu'on a sorti il y a 2 ans, mais c'est ça, c'est des démarches de concertation, mobilisation des connaissances, puis après ça, diffusion. Et ça nous amène à notre autre volet qui est de l'influence, donc influence de politique publique à travers des documents comme ceux-là, des mémoires à différentes consultations publiques
public, intervention dans les médias également. Puis des fois, ben, il naît de ces projets-là aussi des affaires un peu plus concrètes, par exemple comme notre certification sur le stationnement éco-responsable qui a été faite en 2017, puis qui maintenant là, rejoint qui est disponible dans 8 régions du Québec. Puis on a 2 grands volets, le volet mobilité urbanisme et puis le volet nature eau. Puis les deux sont très, très actifs sur les questions de changement climatique, là. Donc, beaucoup dans urbanisme, mobilité, la mobilité, c'est la première source d'émissions de gaz à effet de serre au Québec et puis à Montréal en particulier. Et puis le volet nature et eau va plus se mobiliser sur des questions d'adaptation, là, généralement avec tout le volet de gestion de l'eau de pluie, par exemple, puis des infrastructures vertes. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Puis, effectivement, ben, les municipalités ont beaucoup, beaucoup de leviers d'action. Elles subissent aussi les conséquences des changements climatiques de façon vraiment directe. Vraiment, l'eau, elle rentre dans la cave de leurs citoyens et l'élu local qui reçoit les coups de téléphone quand le réseau de gestion de l'eau pluviale ne fonctionne plus, là. Alors, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'innovations nécessaires, beaucoup d'adaptation aussi aux réalités des différentes collectivités. Donc, c'est beau de prendre des grandes cibles puis de faire des études à des échelles nationales ou provinciales, mais dans la réalité, là, c'est ville par ville, puis des fois sous-secteur par sous-secteur, parfois même rue par rue, qu'il faut innover, développer des nouvelles solutions, puis ça fait partie du travail qu'on fait nous au Conseil régional de l'environnement. Ouais, ben, c'est une bonne brève présentation là, de comment ça se reflète concrètement aussi la lutte au changement climatique. Là, on voit, puis c'est sûr que les municipalités sont vraiment en première ligne, puis c'est eux qui vont recevoir l'appel là, s'il y a des inondations, si la mobilité ne fonctionne pas, si on n'a pas assez de... Fait que c'est La sûr forêt que c'est les brûle, premières, je pense. c'est exactement, il y a toutes les conséquences sont directes, puis ben c'est ça, puis ça prend beaucoup de concertation, mobilisation des acteurs pour réussir à avoir des solutions qui sont adaptées, je dirais, à l'étape du changement des différentes collectivités sur les différentes thématiques, puis voir les opportunités. Parfois, c'est une personne, parfois, c'est une entreprise, parfois, c'est une solution technologique qui va faire qu'on peut débloquer puis avancer sur une thématique. Donc, de cette façon-là, c'est ça, ça prend vraiment c'est le rôle qu'on a là, de mobilisation et d'interface régionale entre tous les acteurs. Oh. Je pense que Thalie, Si vous m'entendez, moi, ça l'a bugué de mon ça a bloqué un petit côté. peu. Oui. Je pense que Paul était rendu Ouais, ben, répondre à la question. ouais. Je vais, à défaut de Thalie, je vais embarquer, puis c'est une bonne idée, Blaise. Puis c'est toujours un petit peu difficile quand on arrive le troisième ou le quatrième là, dans ce genre, parce que déjà, vous avez mis sur la table quelques pistes de solutions, mais je veux quand même revenir sur l'accord de Paris qui nous demandait de limiter le réchauffement à 2 degrés et surtout de poursuivre les efforts là, pour se rapprocher le plus possible de 1,5. Ça fait 30 ans qu'il y a des accords, qu'il y a des COP comme ça et je pense qu'il faut malheureusement ou heureusement sortir des déclarations internationales puis vraiment agir au niveau local. On l'a vu, il y a plus de villes à travers le monde qui se sont impliquées dans la transition énergétique et écologique que d'États, et je pense qu'ils ont été plus efficaces. Parce que la lutte au changement climatique, ben, d'après moi, là, ça ne se gagnera pas à Paris, ni à Belém au Brésil, ni à Ottawa, mais dans chaque ville, dans chaque quartier. Puis Blaise, tu parlais dans chaque rue, puis même maison par maison,
Puis là, il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect réduction des GES, mais il y a aussi l'aspect adaptation. Et l'aspect adaptation dans le quotidien d'une ville, ben là, ça nous frappe. Et c'est comment on fait un fossé, comment on refait une rue. Toutes nos pratiques doivent être revues. Mais pour la réduction, si on se limite à la réduction des gaz à effet de serre, ben, la Fédération canadienne des municipalités, dans une étude, a dit que les villes touchent à plus de 50% des secteurs. On a parlé tout à l'heure, le transport, le bâtiment, les matières résiduelles, puis l'aménagement du territoire, qui a l'air pas très sexy, l'aménagement du territoire, mais à moyen puis long terme, c'est vraiment une grosse solution. Donc, ça me fait dire, on dit souvent que les municipalités sont des gouvernements de proximité, mais moi, je dirais que les municipalités aussi sont des gouvernements de proximité du climat. Puis à Prévost, ben, on a décidé là, d'être proche des accords de Paris et de toutes les du GIEC aussi, et puis on suive la science plutôt que suivre la philosophie ou les politiques. C'est pour ça qu'on a transformé nos règlements, nos infrastructures et nos politiques municipales pour tenir compte de l'urgence climatique. Au départ, on a justement adopté une déclaration d'urgence climatique, je pense en 2018 ou 2019, puis on a fait aussi un plan d'action de 160 mesures environnementales qui s'appelle le virage vert. Faites-vous-en pas, je ne vous ferai pas l'énumération. Il y a des très petites choses là-dedans, puis des choses plus importantes. Mais ce plan, il repose aussi sur trois principes. C'est mesurer, planifier, puis réduire. Parce qu'avant d'agir, il faut savoir où on est. C'est pour ça que en 2018-2019, on a fait un inventaire complet de nos émissions de gaz à effet de serre, que ce soit nos bâtiments municipaux, nos véhicules, nos équipements, nos infrastructures. Les usages communautaires aussi, qui étaient plus difficiles à estimer. Et puis, sur cette base-là, on s'est fixé deux objectifs. Un objectif municipal qui est certes ambitieux, mais très réalisable. Donc, on veut réduire nos émissions de GES municipales d'ici 2030 de 80%. Et au niveau communautaire, de 50%. Donc, au niveau communautaire, c'est au niveau de la ville de Prévost, là, avec ses citoyens inclus. Puis, suite à ces objectifs-là, ben, toutes nos décisions sont prises en fonction de ça. C'est un peu notre boussole climatique. Des exemples. Jusqu'ici, on a plus que 75% de notre flotte municipale de véhicules légers qui est électrique. On a transformé plusieurs bâtiments municipaux qui étaient auparavant chauffés au mazout, mais maintenant on les a électrifiés. On n'a pas tout à fait fini, mais on continue. Et surtout nos nouveaux bâtiments, bien là, que ce soit notre nouvelle bibliothèque ou notre centre d'urgence qui ont été conçus pour être des bâtiments à haute performance énergétique. Même nos routes, quand on reconstruit une route, on a fait plusieurs projets avec l'ETS pour reconstruire les routes avec les matériaux sur place, plutôt que sortir 500 camions de matériel puis en refaire revenir 500. On essaie de refaire absolument toutes nos routes selon un procédé là, qui est beaucoup moins énergivore, prend beaucoup moins de matière, puis est beaucoup moins polluant. Puis le plus beau de ce procédé-là, c'est que quand on est capable de le faire, quand on a les éléments techniques pour le faire, bien, ça nous coûte 40% moins cher. Fait que c'est pas vrai que l'environnement, ça coûte cher. Des fois, ça nous fait même économiser. Où Prévost, je pense que Thalie en a parlé un petit peu tout à l'heure, où Prévost s'est distingué,
on a été la première ville à adopter un règlement de décarbonation. Et après ça, on a été suivi par d'autres villes, Candiac, Mont-Saint-Hilaire, même la communauté urbaine de Montréal. Donc, à Prévost, il est interdit pour les nouveaux bâtiments d'utiliser du gaz naturel fossile. Et en même temps, en mettant cette interdiction-là, on est allé aussi plus loin. On a créé un petit programme de subvention qui permet aux utilisateurs actuels de faire la conversion. Donc, on a 16% de nos citoyens qui étaient au gaz naturel qui ont fait la transition avec nous. Et notre objectif pour 2030, c'est d'avoir 50% de nos utilisateurs. Fait que cet objectif-là, qui est plus pour les utilisateurs de gaz naturel, bien, il est l'écho de notre autre objectif de réduire de 50% nos émissions communautaires. Puis, ça fait 1 an et demi qu'on a mis notre programme de subvention en place. On est à 16%. Je pense qu'on va réussir à atteindre notre 50% facilement pour 2030. Fait que, on a aussi adopté un plan de mobilité durable et d'urbanisme. Donc, on est venu se donner des ambitions pour le futur au niveau urbanistique. Donc, une ville plus compacte, plus verte, plus sobre. Prévost était une ville dans les Moyennes Laurentides, un peu le cas patent d'étalement urbain. Donc, on a décidé de se créer une centralité avec des voies cyclables, des zones apaisées, des aménagements paysagers. Donc, on vient de se créer une centralité qui va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont pouvoir, un peu le principe de la ville 15 minutes, là, dans ce quartier-là, avoir accès à tous les services à distance de marche. C'est une densification qu'on veut douce ou moyenne, tout en protégeant nos milieux naturels. Fait que les accords de Paris, ben, c'est une ambition mondiale de limiter le réchauffement. Je pense que Prévost, on a voulu en faire une démonstration locale. On a mesuré, planifié, agi. On a fait des erreurs. On s'est repris. Puis on continue dans cette voie-là. Je pense que même une ville de 14 000 habitants avec un peu de rigueur puis de cohérence, puis un petit peu de courage politique, mais même si je trouve que c'est tellement nécessaire de faire cette transition-là, que je pense que c'est pas du courage, c'est un devoir qu'on doit faire d'aller vers là. Donc, si Prévost est capable de le faire, je pense qu'on est tous capables de le faire. Je sais qu'en ce moment, au niveau mondial, c'est un petit peu déprimant. Par ailleurs, je voudrais quand même dire que les villes, malheureusement, on manque de moyens. Et je pense que les villes ne peuvent pas tout faire, ils peuvent en faire beaucoup. Mais je pense que les citoyens doivent en faire aussi, mais nos gouvernements supérieurs, j'espère que dans le futur, il va y avoir un retour du balancier et qu'on va pouvoir voir des gouvernements plus provinciaux et fédéraux plus ambitieux que ceux en ce moment. Excusez, c'était mon 2 minutes de politique. Fait que je vous remercie. Ben, merci beaucoup. Puis la décarbonation des bâtiments, c'est vraiment un bon exemple de comment le municipal peut influencer au niveau aussi macro, là, parce que justement, la ville de Prévost a été la première à adopter son règlement sur la décarbonation. Il y a la communauté métropolitaine de Montréal qui a emboîté le pas, puis après ça, il y a le gouvernement du Québec aussi qui a fait un règlement sur le sujet. Donc, on voit que ça peut être une action locale, mais qui peut faire des petits, puis qui va mener après ça à une action beaucoup plus globale. Puis au final, ça nous permet de rejoindre nos objectifs. Oui. L'année dernière, à la COP, M. Charest, qui était ministre de l'Environnement, et Mme Fréchette ont quand même promis d'adopter un règlement semblable à celui de Montréal et celui de Prévost.
Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas eu de suivi là-dedans, là, mais bon, je suis peut-être un peu naïf, là, mais j'espère qu'on va en entendre parler peut-être dans les 2 prochaines semaines. Ça reste qu'au moins, il y a une oreille là, tendue là, pour parler du sujet. Là. Donc, c'est déjà une belle avancée là, qui a été possible justement grâce à des municipalités qui ont pris des initiatives, qui ont eu le courage là, d'aller de l'avant. Justement, à ce sujet-là, j'embarquerai un petit peu plus dans le concret. On a parlé beaucoup On vient de terminer là, avec les municipalités, mais il ne faudrait pas mettre de côté la crise de l'habitation à laquelle on est confronté, là, non seulement au Québec, là, mais dans plusieurs endroits dans le monde. Donc, on doit réfléchir à comment répondre à cette crise de l'habitation sans aggraver la crise climatique. Donc, je commencerai peut-être avec Blaise là, sur le sujet. Dans le contexte de la crise de l'habitation, comment les municipalités peuvent à la fois accélérer la construction de logements, accueillir plus de population dans des milieux qui vont être sobres en carbone et renforcer la résilience aux aléas climatiques. Donc, on a tout ça ensemble. C'est beaucoup de problèmes, mais qui peuvent être, au final, probablement répondus par Oui. des projets communs. Là. Oui, absolument. Il faut réussir à le faire, là, tu sais, donc c'est juste, c'est pas simple. Alors ça, c'est l'affaire qu'on peut oublier tout de suite. Ça ne sera pas simple de réaliser cette quadrature-là. Je vais commencer par les 2 premiers volets, donc accueillir une population grandissante dans des milieux sobres en carbone, tout en renforçant la résilience aux aléas climatiques. Alors ça, c'est tout à fait possible. Il y a des écoquartiers à travers la planète qui ont démontré cette possibilité-là de faire des milieux qui sont denses, qui sont actifs, qui sont productifs, qui vont gérer localement mieux leurs déchets, les eaux de pluie, la neige, etc., qui vont être résistants aux menaces de feux de forêt, de canicules, etc. Donc, ça, c'est assez bien compris. Puis je pense que Vivre-en-Ville est un des acteurs qui travaille beaucoup à documenter ça. Ensuite de ça, le faire vite, ben ça, c'est une donnée qui est plus difficile. Puis le faire aussi ben, à bas prix pour conserver l'abordabilité de ces milieux-là. Ça aussi, c'est un élément de difficulté. Donc, pour accélérer, ben, la façon de le faire, là, il y a toute la question des processus administratifs dans les municipalités qui peuvent être accélérés, mais il y a aussi toute la question de diminuer les délais puis les analyses qui sont dans le qualitatif. Donc, puis tout ce qui est négociation. Alors, typiquement, dans les grands développements, il va y avoir beaucoup d'étapes là, de négociation entre les promoteurs puis la ville et parfois qui sont quasiment désirés, voulus, inscrits dans la réglementation d'urbanisme. Donc, on va mettre des conditions qu'on sait sur lesquelles on va devoir négocier pour aller chercher des investissements de plus ou différentes euh, gain auprès du promoteur. Puis le promoteur également va aller faire une négociation avec la ville pour aller chercher différents gains pour rendre son projet plus rentable. Donc, typiquement, ça va être sur les hauteurs ou le nombre de stationnements ou les contributions pour parcs ou pour les infrastructures. Alors tout ça, ça prend énormément de temps puis de ressources municipales et des promoteurs. Puis, je pense qu'il y a un travail qui doit se faire pour fonctionner avec une approche qui est plus de plein droit. Alors, de dire, ben là, la municipalité fixe les conditions, elles sont écrites noir sur blanc, puis c'est possible de faire ce projet-là, puis d'obtenir les permis très rapidement sans s'engager dans des négociations. Par contre, cette accélération-là, il faut faire attention parce qu'elle peut devenir aussi une porte d'entrée pour faire du développement de mauvaise qualité. Donc, de laisser tomber toutes sortes d'exigences qui sont nécessaires.
Je vais prendre par exemple dans la région métropolitaine de Montréal, on a le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, qui vient d'être révisé, qui vise à concentrer le développement dans des secteurs identifiés où il y a des grandes aires de stationnement à requalifier, où est-ce qu'il y a une offre potentielle là, en transport collectif ou une potentielle ou avérée, donc il y a des infrastructures, etc. Et là, typiquement, mais ça va être les centres d'achat qu'on va vouloir requalifier dans dans la zone métropolitaine. Et puis, ben, si on fait ça rapidement, trop rapidement, mais ça se peut qu'on escamote le design de l'environnement. Par exemple, qu'on n'inclut pas bien les transports actifs. Alors, il ne s'agit pas juste de mettre une tour d'habitation dans le milieu d'un centre d'achat pour faire de ce milieu-là un milieu de vie complet puis de qualité, mais il faut bien faire l'aménagement puis requalifier le stationnement du centre d'achat pour en faire un milieu de vie avec des voies, par exemple, de transport actif collectif, etc., sur la propriété privée. Même chose, ben, on ne doit pas non plus aller diminuer nos réglementations qui ont été prises récemment, par exemple, sur la gestion de l'eau pluviale. Donc, la Ville de Montréal, puis plein de villes au Québec, on se dote de règlements parce que les réseaux d'égouts ne peuvent plus recevoir les volumes d'eau qu'on reçoit avec les pluies qui découlent des changements climatiques. Donc là, ils disent aux promoteurs, ben, vous allez devoir gérer votre eau de pluie de façon plus importante sur votre terrain, puis faire des infrastructures éponges ou pour retenir l'eau un certain temps. Donc ça va être extrêmement important de garder ce genre de disposition-là parce que si ce n'est pas le promoteur qui va le devoir le faire, cette eau-là se ramasse dans un réseau qui sera pas capable de contenir ces volumes d'eau-là, puis ça va se ramasser dans les sous-sols des résidents en bas de la pente, là. Donc, c'est très important de ne pas, sur les conditions de rapidité puis d'abordabilité, de quand même garder des standards très élevés de qualité. Il faut juste s'entendre sur c'est quoi, les codifier comme il faut, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de développement qui se fasse de plein droit. Puis finalement, ben, pour faire pour faire ça, ben, il faut que ce soit rentable de le faire. Ça, c'est donc, quand on parle de densification douce, ben, parfois, on ne réussit pas à aller dégager la valeur nécessaire pour requalifier des terrains qui sont contaminés, des centres d'achat qui sont vétustes, etc. Et puis là, ben, il y a quand même un enjeu. Si on veut que les promoteurs le fassent, puis le fassent rapidement, ben, il faut amener des densités qui vont être suffisantes pour créer beaucoup de valeurs qui vont permettre là, de faire le travail de démolir des infrastructures, de reconstruire, etc. Donc ça, c'est quand même important. Puis dernière chose, ben, il faut mieux financer les services publics qui sont liés à cette requalification, cette adaptation, cette densification-là. Si le réseau d'eau ne fonctionne pas, on ne sera pas capable. Si le réseau de transport collectif n'est pas capable de venir répondre aux besoins, ben là, on va avoir besoin autant de stationnement, on va avoir besoin encore plus d'autoroutes, on va avoir plus de congestion, donc ça ne fonctionne pas. Alors, M. Germain l'a dit, les paliers supérieurs doivent en faire plus. On l'a vu, c'est pas l'air du temps, malheureusement. Alors, nous, on fait partie de ceux qui disent, ben, peut-être que les villes doivent commencer à se faire à l'idée que ça va être long et que les paliers supérieurs vont pas répondre à leurs besoins puis qu'elles doivent utiliser leur propre levier pour financer ces services-là. Alors, si les municipalités demandent de l'argent au gouvernement supérieur puis que les gouvernements supérieurs préfèrent baisser les impôts, accorder des baisses d'impôts et puis dire non aux municipalités, dire non à l'action climatique, ben, il y a peut-être lieu là, d'aller récupérer de l'espace fiscal. On le sait, juste la récente baisse d'impôts au fédéral, c'est 9,5 milliards de dollars que le gouvernement fédéral laisse aller. Les municipalités seraient tout à fait légitimes d'aller récupérer de cet espace fiscal-là pour financer leurs services publics puis pour protéger leur population contre les changements climatiques.
Oui, puis au niveau du financement, on voit certaines municipalités là, qui innovent en la matière, notamment Longueuil, Laval, qui se sont alliés là, pour aller chercher du financement pour leurs infrastructures. Donc, on peut suivre ça de près. Euh, Puis, je retiens beaucoup là, de ton intervention, la planification intégrée des transports et de l'aménagement, parce que non seulement, oui, on veut prévoir de la densification douce ou élevée, là, dépendamment des milieux, mais il faut pouvoir s'y rendre sans être dépendant de la voiture, pouvoir l'utiliser, mais aussi pouvoir bénéficier d'une foule d'opportunités de déplacement. Puis, en parlant d'habitation, on parle également d'habitation abordable. On ne veut pas seulement créer des quartiers qui vont être très dispendieux ou qui vont être pour une certaine partie de la population. Donc ça, c'est aussi un sujet là, qui est très cher à vivre en ville, là, tout ce qui est de l'équité territoriale, mais de comment, oui, adresser la crise climatique, mais pour toutes et tous. Donc, à ce sujet-là, j'aimerais peut-être avoir un petit point de vue de Ève Bourgeois. Donc, les municipalités, la logique d'évolution des villes là, suscite beaucoup de discrimination, justement, quant à l'accès au logement, à l'emploi, au commerce, aux services publics, dont la santé et l'éducation. Et de manière générale, une discrimination à l'accès à la vie urbaine. Donc, comment on peut contribuer à une transition qui est juste, qui va réduire les inégalités plutôt que de les accentuer, là, ce qui peut être vu là, dans certains projets, peut-être qui vont être réalisés trop rapidement, où on va vraiment vouloir s'adapter, mais à des coûts qui peuvent être assez élevés, là. Ouais, ben, je vais commencer par une réponse courte qui va finir par une réponse longue, là, si vous me le permettez. Donc, c'est sûr qu'il y a des inégalités sociales et ces inégalités-là sont vraies là, à l'intérieur des municipalités, entre les différents territoires. Et en raison des changements climatiques, ces enjeux les enjeux d'inéquité socio-économique vont s'accroître. Donc, c'est vraiment important de considérer que l'impact des changements climatiques va affecter tout le monde, mais tout le monde ne sera pas affecté de la même façon. Donc, ma réponse courte pour justement faire des milieux de vie qui sont équitables, en plus de mieux faire face aux changements climatiques, ça sera la consultation. Donc, dans le développement et la mise en œuvre des politiques publiques, il faut consulter justement ces populations les plus vulnérables, les populations qui pourraient subir des discriminations qui ne sont pas nécessairement volontaires, hein. Je veux pas lancer la pierre à nos décideurs publics, là. Il y a vraiment souvent une prise de conscience de ce qui doit être fait et les décideurs publics font le mieux qu'ils peuvent, mais sans une consultation avec les populations qui sont directement concernées, mais ça peut engendrer des déséquilibres ou accentuer les inégalités sociales, même si l'enjeu, l'action est bonne en soi. Je prends souvent l'exemple du verdissement, par exemple. Donc, il y a des quartiers généralement plus défavorisés. Il y a moins de verdissement. C'est là où il y a beaucoup d'îlots de chaleur. Donc, une réponse aux îlots de chaleur, c'est du verdissement, mais ça peut engendrer de l'éco-gentrification parce que justement, ces quartiers qui étaient peu populaires parce qu'il y avait beaucoup de béton, il faisait chaud, et bien là, ces quartiers-là vont gagner de la valeur. Et donc, il y a certaines populations qui vont devoir accorder une proportion de leur budget familial plus grande au loyer et il y a même des populations qui vont devoir déménager. Donc, la volonté peut être bonne. La solution, là, comprenez-moi bien, c'est pas de ne pas verdir nos quartiers, de ne pas intégrer des solutions fondées sur la nature, mais c'est de prendre en considération les enjeux des populations les plus vulnérables qui pourraient être amenées à quitter, de les prendre en compte et de prendre des décisions qui permettent de les inclure et de répondre à leurs besoins pour que les personnes en question puissent rester. On peut penser, par exemple, à le gel des loyers ou des choses. Bref, il y a différentes solutions qui vont être faites. Il y a du verdissement qui peut être fait de différentes manières aussi, de manière à ce que les populations les plus vulnérables puissent rester et que les enjeux là, donc, qui ont été mentionnés ne soient pas accrus, des enjeux d'équité liés à différentes politiques, modes de vie, habitation, etc. Je vais quand même faire ça, fait que c'était ma réponse qui n'était pas très courte en fait, mais c'était quand même la réponse courte. Et je veux quand même prendre le temps que quand on parle de justice climatique, on parle souvent de la justice climatique entre les pays du Nord ou les pays les plus riches et les pays du Sud qui sont normalement moins riches. C'est vrai dans la mesure que les pays du Sud, c'est eux qui ont contribué le moins au changement climatique, c'est eux qui vont subir les effets les plus importants des changements climatiques et c'est également ces pays qui
qui ont le moins de capacité financière, humaine, ressources, pour faire face aux impacts des changements climatiques. Donc, ce n'est pas eux qui sont responsables, mais c'est les premiers touchés. C'est vrai sur le plan international, mais c'est vrai aussi à l'intérieur des communautés, que ça soit, même dans les pays riches comme le Canada, il y a des populations qui sont plus vulnérables que d'autres et c'est aussi des populations qui, généralement, ont potentiellement moins contribué à l'échelle du pays. Si on parle justement des personnes à faible revenu, ce sont des personnes qui émettent généralement moins de gaz à effet de serre que des personnes qui ont des revenus plus élevés. Or, c'est aussi des populations qui vont avoir plus de difficultés à s'adapter au changement climatique, justement, en raison des limitations de revenus. Il y a d'autres aussi populations qui sont particulièrement vulnérables. On parle des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation d'itinérance, des personnes avec des problèmes de santé chronique, les femmes enceintes, les personnes aussi, les nouveaux arrivants qui ne parlent pas nécessairement bien français ou anglais, ça peut être un enjeu. Il y a plusieurs directives qui sont émises, notamment par la santé publique, quand il y a des îlots de chaleur, des inondations, des personnes qui maîtrisent mal le français ou l'anglais peuvent être comment dire, plus vulnérables, justement parce qu'ils ne sont pas en mesure de suivre les recommandations, ils n'ont pas accès aux ressources, etc. Et donc, il y a vraiment plusieurs enjeux qui sont importants à prendre en compte parce que, comme je le disais, ces enjeux-là, ces personnes-là se retrouvent dans l'ensemble de la société. Ils sont plus vulnérables face au changement climatique et les changements climatiques vont venir exacerber les problèmes urbains auxquels les villes font déjà face. Donc, on parlait de logement. Il y a une crise du logement au Québec, mais c'est sûr que si les logements sont de plus en plus inondés en raison des zones inondables, des plus extrêmes qui sont de plus en plus fréquentes et qui devraient être plus fréquentes et plus intenses, mais ça vient mettre une surcharge supplémentaire sur les besoins de logement et donc les inégalités risquent aussi de s'accroître en raison de ça. Je prenais les îlots de chaleur, mais je reviens en fait à cet exemple-là. Les mesures d'adaptation au-delà du verdissement, ça peut être l'amélioration des bâtiments. Donc, mais il y a certaines populations qui sont locataires parce qu'ils n'ont pas nécessairement les moyens d'être propriétaires. Les propriétaires n'ont pas nécessairement l'intention ou la volonté d'investir dans leurs habitations qu'ils louent, qu'ils n'habitent pas eux-mêmes. Donc, les locataires peuvent soit être dans l'obligation de rester dans des logements qui sont mal isolés, qui n'ont pas accès à l'air climatisé, ou de devoir déménager, mais ils n'ont pas nécessairement les capacités financières pour déménager dans des meilleurs logements qui seraient mieux isolés, avec de l'air climatisé, etc. Donc, c'est vraiment un cas complexe et les municipalités, on doit saluer quand même les efforts qu'ils font. Ils sont investis ils font plusieurs efforts dans différents domaines, justement, pour réduire les gaz à effet de serre, mais aussi mieux faire face au changement climatique. M. Germain le dit, mais je le mentionne également. Les villes sont les premières victimes des changements climatiques, notamment en raison de la concentration de leur population et de leurs infrastructures. Donc, il y a une étude qui a été faite par le WSP en 2022 qui estime que les municipalités du Québec auraient besoin de 2 milliards de dollars par année d'ici 2055 pour faire face aux impacts des changements climatiques. C'est pas un montant financier que pour le moment les municipalités ont à leur disposition. Donc, je prends quand même je prends le temps de souligner l'importance de ces coûts-là pour mieux faire face aux impacts des changements climatiques et du devoir justement des autres paliers de gouvernement et de tous les acteurs de la société, en fait, de prendre part à l'accélération de l'adaptation au changement climatique et de la réduction des gaz à effet de serre. Et je vais terminer en disant que l'adaptation, comme la réduction de gaz à effet de serre que M. Germain mentionnait, ça peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, sur le bien-être des populations. Mais dans un discours là, d'austérité budgétaire ou de guerre commerciale avec ressources limitées, ça peut avoir aussi des impacts très économiques. Donc, il y a une étude qui a été faite par l'Institut climatique du Canada en 2022, je crois, qui disait que$1 investi en adaptation avait des bénéfices économiques directs et indirects qui allaient entre 10 et 15 $. Donc, c'est un retour sur l'investissement qui est très avantageux. Et donc, ça vaut la peine pour les municipalités de mettre en place des mesures d'adaptation qui, des fois, permettent aussi de réduire les gaz à effet de serre de manière simultanée, pas tout le temps, mais des fois, oui, et justement pouvoir participer à réduire les inégalités
ou du moins ne pas les exacerber face à des problèmes qui sont déjà présents et qui vont être de plus en plus présents face au changement climatique. Je sais pas Super complète, là, qui est partie de la réponse courte. Oui, merci. Puis, je pense que la balle a été lancée, là, peut-être à Paul Germain-Prévost. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ben, j'ai plein de choses que je voudrais rajouter. Euh, Premièrement, par rapport à ce que disait Ève, effectivement, on sait peut-être dans la transition, qu'on veut faire, environnementale qu'on veut faire, on a peut-être oublié les populations vulnérables. Depuis janvier dernier, je milite pour l'implantation d'un programme qui existe partout en Amérique du Nord et dans certains pays européens qui s'appelle le programme PACE, qui permet aux gens qui ont des propriétés et qui ont peut-être moins de revenus de financer leur rénovation éco-énergétique sur leur compte de taxes. Donc, j'ai comme image un de mes citoyens qui a des vieilles fenêtres sur son bungalow bâti en 1965, qui est toujours propriétaire, oui, ça existe, et qui a maintenant 80 ans et qui vit de chèque en chèque et qui n'a pas les moyens, malgré les subventions généreuses d'Hydro-Québec, de mettre le 10 000 qui lui manque pour faire ces rénovations-là, qui vont changer toute sa vie parce qu'il va enlever, il va avoir moins froid dans sa maison, ça va lui coûter moins cher d'électricité. On va changer son équipement au mazout, on va y mettre une thermopompe. Mais le gouvernement du Québec s'obstine malheureusement à interdire aux villes d'utiliser ce programme-là pour des raisons qui sont vraiment incompréhensibles. Je pense qu'ils sont plus idéologiques que d'autres choses. Donc, malheureusement, les villes ne peuvent pas faire de règlement d'emprunt pour financer ce programme-là. Donc, c'est des fois, puis ça revient à ce que disait Blaise aussi. Oui, je serais très intéressé d'utiliser l'espace fiscal que le gouvernement fédéral vient de mettre à la disposition. Malheureusement, on n'a pas accès à l'impôt sur le revenu. On est des créatures provinciales avec très peu de pouvoir. Et souvent, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais souvent, on dépend des gouvernements supérieurs pour nos revenus de taxation. Puis même pour un programme comme PACE qui est juste du positif, qui est juste Je ne sais pas si vous m'entendez. ouais. Fait que, grosso modo, là, c'est juste pour dire que souvent, on parle de gouvernement de proximité, mais on a peu de ressources financières. C'est sûr qu'il y a des villes qui sont plus riches que d'autres, là, mais euh, généralement, on a peu de ressources financières puis on a peu de ressources légales. Oui, puis au sujet de la décarbonation, là, c'est aussi justement un sujet sur lequel les municipalités tentent de plus en plus d'avoir de la main prise, là, ce qui est pas donné. Puis, on parlait aussi au niveau de l'habitation, là, Ève en parlait, Paul, vous en avez parlé un peu. Tu sais, il y a aussi le coût de l'habitation qui vient jouer. Le plus on va dépenser sur le coût du logement, moins on va pouvoir également s'adapter, moins on va avoir l'argent pour d'autres choses, là, d'autres nécessités. Puis, il y a quelque chose qu'on peut faire là, pour contrôler le coût des logements, notamment avec le registre des loyers dont plusieurs municipalités auxquelles plusieurs municipalités se sont liées, notamment la Ville de Montréal, mais aussi la Ville de Laval. Là, bref, le registre des loyers qui est au niveau pan-québécois, qui permet d'assurer un certain contrôle entre les loyers, entre différents locataires, là, parce que il y a la clause G qui est censée être remplie par les propriétaires, mais qui n'est pas toujours suivie. Bref, c'est différentes solutions comme ça, mais évidemment, ce pas des solutions qui sont systématiques là, au niveau de tout le Québec. Là, fait que ça reste assez ponctuel. Puis encore là, on repose beaucoup sur la bonne volonté et le courage des municipalités là, qui répondent présentes actuellement. Donc, on est bien content. Je poursuivrai. On a parlé beaucoup
de différentes actions qu'on peut faire, notamment en termes d'adaptation, adaptation aux aléas climatiques. Il y a beaucoup de travaux à faire, justement de travaux à faire sur nos villes pour pouvoir s'adapter. Puis c'est un travail qui va se faire en continu. C'est pas quelque chose qu'on peut régler très rapidement. Puis on apprend encore, là, on fait des erreurs, puis c'est bien, il faut continuer d'avancer de cette manière-là. Mais j'aimerais revenir un peu sur les équipes municipales et les travailleuses, travailleurs du service public qui vont être en première ligne, là, qui vont être les personnes qui vont nous aider à nous adapter puis à faire ces actions concrètes-là. Stéphane, comment on peut renforcer leur pouvoir d'agir et leur expertise? Donc, on en parlait un peu en introduction, là, mais comment mobiliser ces personnes qui vont être celles qui vont être là pour le faire là, concrètement? Ben, je me dis comment faire, dans le fond, c'est de former des travailleurs, peut-être, de mieux les éduquer, les préparer à ça. Parce que là, dans le moment, ben, les travailleurs, je pense qu'ils se sentent un peu comme les citoyens se sentaient là, tu sais, au début, là, quand ils sont arrivés quand on est arrivé avec des bacs à recyclage d'une coupe de couleurs, là, ils font, oh boy, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et imaginez en Allemagne, c'est bien pire, il y en a bien plus. Mais j'aurais quasiment préféré que ça soit comme ça. On dirait que ça aurait été plus simple, bac par bac. Mais tout ça pour dire que je pense qu'il va falloir les former, puis vraiment les éduquer, les encadrer. Parce que là, dans le moment, j'ai l'impression qu'on est comme laissé trop lousse. Tu sais, il y a quelque chose, il y a pas d'encadrement. Fait qu'en étant trop, pas encadré comme un bon père de famille ou une bonne mère de famille ferait, ben, on est libre à nous autres mêmes, puis on fait les affaires un peu à la va-vite, un peu tout croche, comme on dit. Fait que c'est là que je pense qu'il va falloir qu'il y ait une belle collaboration pour pouvoir justement essayer de mieux éduquer notre monde parce que c'est autant que nous, on trouve que c'est un paquet de nœuds, des fois, l'environnement, autant qu'il faut essayer de démêler les gens. C'est ça qui est le plus compliqué, leur montrer que c'est pas si difficile que ça. Puis, pour faire du pouce sur ce que monsieur Germain disait tantôt, ben, en fait, je fais du pouce beaucoup comme ça en voulant dire bravo parce que je trouve qu'il a fait de belles initiatives justement dans sa ville. Puis en même temps, je me dis, si Prévost, une petite ville comme ça, était capable de faire autant de belles et de grandes choses, je me dis, je pense qu'il faut s'en inspirer. Puis il faut aller voir. Tu sais, donc, tout est possible. C'est ça que moi, je trouve que M. Germain, vous nous avez lancé, en fait, à toutes les villes du Québec, un beau message d'espoir par rapport à l'environnement. Puis je me demandais justement, je vous fais un ricochet à la question de Thalie. Je me dis, dans le fond, vous, vos travailleurs, comment ça a été la collaboration, justement? Comment ils ont vu ça, ces changements-là, de votre optique comme élu? Comment ça s'est passé là-bas? Ben, là, je t'ai perdu. Je ne sais pas si. Oui, Paul, je te laisserai répondre si tu peux rebondir là, un peu sur le rôle des travailleurs, travailleuses dans la transition. Ben, nous, on a à tous les niveaux, les cadres, même les cadres étaient évalués sur leur évaluation annuelle. Sur un des items, c'était innovation et virage vert. Donc, ça, donc, ça partait. Bon, je suis revenu. Désolé. On est capable de se parler quasiment autour du monde, mais il y a encore des petits problèmes techniques. Euh, en fait, comme j'essayais de dire tout à l'heure, nous, on avait mis ça dans la grille d'évaluation de nos cadres, innovation et changement climatique, si tu veux, virage vert. Mais c'est descendu à tous les niveaux de l'organisation. Et, tu sais, ça peut être aussi, à côté du terrain de baseball municipal, il y a un col bleu quand il jouait le soir, il voyait que ses collègues mettaient les bouteilles de bière un peu n'importe comment, les canettes de bière un peu n'importe comment. Fait qu'il a conçu un bac, OK, avec notre collaboration pour
ramasser justement les canettes de bière des joueurs. Fait que moi, ça a été un beau cadeau, ça. Je me suis dit, hey, wow, on est descendu tu sais, jusqu'en bas, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis aussi, tu sais, quand on est passé avec des camions électriques, euh, tu sais, il y avait un petit peu de scepticisme, là. Tu sais, maintenant, puis c'est pas dans tous les cas, je veux pas généraliser, là, il y en a qui s'ennuient encore de leur gros F-150 là, à gaz, mais il y en a qui ne veulent plus retourner ils prennent la petite voiture. Il y en a qui se promenaient avec des gros pick-up alors qu'il y avait juste à se promener avec des petites voitures. Fait on a fait des changements, un changement culturel, mais il y en a qui ne retourneraient plus en arrière. Fait que, oui, c'est de la gestion de changement. Mais Changement de moi, mentalité. mais ce que je voyais justement, c'est que moi, là, au niveau du SCFP, on couvre toutes les municipalités du Québec en environnement. Puis ce qu'on se fait souvent dire par les cols bleus des autres, ben, des petites villes, mettons, un peu partout dans le Québec, ben, c'est que justement, c'est des gens qui aiment ça, les gros F-150. Ils aiment ça à la chasse, ils aiment ça, les véhicules à gaz pour aller dans le bois. Là, tu te dis, mon Dieu, quand je m'en vais dans le bois, comment je vais faire pour me débrouiller si j'ai pas d'électricité pour brancher mon 4 roues électriques, mettons. Fait que, tu sais, c'est là qu'il y a une réticence. En général, on dirait que dans les villes à l'extérieur de Montréal, on dirait qu'il y avait beaucoup plus de résistance. Puis c'est drôle parce que vous semblez dire que malgré tout, il y a des efforts qui ont été faits puis que les gens embarquent. C'est ça que je trouve le fun parce que je vois qu'il y a un espoir. Puis je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Puis bravo en passant. Puis là, je ne sais pas, vous êtes une belle source d'inspiration. En tout cas, moi, là, number one, merci, bravo. C'est aussi dans la façon d'approcher les gens, là, d'aller voir justement, Ève en parlait un peu, là, mais dans la consultation, qu'est-ce que les gens ont besoin, puis d'aller répondre à ce besoin-là d'une autre manière. Donc, peut-être que certains vont avoir besoin de leur gros camion, mais peut-être que parfois, c'est plus par habitude qu'on va racheter un F-150, mais le besoin n'est peut-être pas nécessairement là. Fait que c'est d'adresser ces besoins-là. Je te donnerai la parole, Blaise. Oui, ben, je voulais rebondir là-dessus parce que ce que vivent les employés, on le voit, les entreprises le vivent aussi quand c'est le temps de réaménager une zone industrielle, là, par exemple, puis de faire rentrer des transports actifs. Ben, tu sais, il y a une gestion du changement. Puis, nous, ce qu'on a observé à Montréal, c'est qu'elle est sous-estimée, puis elle n'est pas. Les moyens accordés à cette gestion, à cet encadrement-là, à cet accompagnement-là, à cette consultation, ils sont généralement pas au rendez-vous avec l'ampleur de l'impact que ça va avoir dans la vie des gens. Tu sais, donc, on a vu, ça a beaucoup teinté les élections à Montréal, là. Donc, le backlash sur les questions des changements de la collecte des ordures, le backlash sur la question des pistes cyclables et tout ça. Puis, c'est ce qu'on a identifié déjà dans les années précédentes à Montréal, c'est que ces changements-là étaient vécus de façon importante par certaines parties de la population, puis qu'ils n'avaient pas de réponse à leurs questions, ils n'avaient pas d'accompagnement, ils n'avaient pas de numéro de téléphone où on pouvait leur répondre de façon précise sur leurs préoccupations. Donc ça, je pense qu'il y a vraiment un gros chantier, puis un sérieux supplémentaire à accorder à ça, à l'accompagnement, à la mobilisation des différents acteurs dans le changement. Parce qu'on a beau avoir raison, puis avoir toutes les documentations, puis avoir des avis de spécialistes sur les changements à faire. Il reste que comment on l'amène avec la population, avec les entreprises, avec finalement les parties prenantes, les employés dans le cas des syndicats de municipalité, ben, ça va vraiment faire la différence entre un changement difficile mais réussi, puis, ou un échec, là, puis il y a vraiment un backlash. Alors ça, c'est quand même super important. Puis, ça revient souvent aux questions de financement. Nous, on milite pour qu'il y ait un pourcentage des budgets d'infrastructure qui soient dévolus à la mobilisation puis à l'accompagnement dans le changement.
Donc, pour essayer de financer de façon systématique, quand on fait des nouvelles infrastructures, quand on va intervenir dans la vie des gens, mais qu'on ait un budget conséquent pour accompagner les gens. C'est sûr que si on déploie une piste cyclable dans un quartier d'immigrants récents qui ne font pas de vélo, ces gens-là vont se sentir exclus, vont juste voir ce qu'ils perdent. Par contre, si on a investi depuis plusieurs années pour apprendre aux gens à faire du vélo, pour les accompagner à l'utiliser, etc., ben là, il y a beaucoup plus de chances que ça leur profite de un, puis qu'ils soient favorables à ce changement-là. Oui, j'aime beaucoup que tu ajoutes ce point-là, là. C'est super important, justement, l'accompagnement, mais l'explication aussi des changements puis de pourquoi on le fait. Puis on a vu un peu avec, je parle d'un exemple là, qui est plus près de moi, mais avec, par exemple, la rue Saint-Denis où on a enlevé certains stationnements, mais la plupart sont restés là. On a mis des voies unidirectionnelles là, dans chaque sens de pistes cyclables, puis on a encore 2 voies automobiles. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de grogne ou d'appréhension envers ce projet-là, ce qui se comprend tout à fait, là. C'est quand même un assez gros changement. Mais maintenant, ça nous sert quand même d'exemple là, pour démontrer à quel point l'achat dans les commerces a augmenté, le nombre de visites dans les commerces ont augmenté également, puis le taux de vacances des bâtiments a diminué. Fait que c'est un bon exemple, mais encore là, c'est pas un exemple qui s'applique, là, comme tu disais, partout, là. Tout dépend des contextes, puis après ça, c'est d'amener chaque milieu là, à cet Puis endroit-là. en amont également, là, la littératie de comment la ville fonctionne, combien ça coûte donner les services, faire les aménagements, etc. Tu sais, donc ça, c'est tous des points sur lesquels je pense on peut continuer de travailler puis d'améliorer l'action là, pour que le changement soit mieux vécu, mieux compris. Puis au sujet du leadership, là, c'est sûr que là, on a un fier représentant de la ville de Prévost avec nous, mais il y a vraiment beaucoup de municipalités là, qui ont pris ce leadership-là. Puis j'aimerais le souligner, là, il y a quelques années, il y a 2 ans déjà, Vivre en Ville avait lancé l'appel des maires et mairesses que je vais vous partager dans le chat. Puis ça, c'est une soixantaine de maires et mairesses qui sont plus nécessairement en poste, là, considérant les dernières élections, mais qui ont sorti pour dire on s'engage là, à contribuer à la lutte au changement climatique et à l'adaptation, que ce soit par le volet de l'adaptation, des transports, mais également de la protection de la nature. Donc, c'est important de remettre ces belles initiatives-là de l'avant. Puis à ce sujet-là, j'aimerais t'entendre, là, Paul, au sujet du leadership là, des municipalités. On en a déjà un peu parlé, mais justement, au lendemain des élections municipales et dans un contexte où les ambitions climatiques nationales peuvent fluctuer, comment tu perçois l'évolution du rôle des villes et des villages dans la lutte climatique? Est-ce que la responsabilité s'alourdit? Et comment on peut maintenir, voire amplifier le leadership? Puis j'aimerais faire aussi peut-être un lien là, avec le financement, si jamais tu as déjà quelques idées, s'il y a des choses que tu vois, là, on en parle tout le temps, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui va pouvoir se régler rapidement, facilement. Fait qu'il faut voir comment on peut surmonter ça, là, puis innover, toujours innover. Donc, j'ai perçu 3 questions dans ta question. Au Très niveau possible, oui. au niveau du leadership, je pense que, puis là, je me lance la pierre à nous-mêmes en même temps. Prévost, on a fait le premier règlement d'éco-fiscalité au Canada, le premier règlement de décarbonation. On voulait être les premiers dans plein d'affaires. Dans nos 160 actions du virage vert, il y en a. C'était comme. Puis après, un peu, surtout qu'est-ce qui nous est arrivé avec le dossier de décarbonation et la poursuite d'énergie qu'on a eu. On pense, je pense, puis j'essaie avec le caucus écologique municipal, qui est un groupement de villes qui ont un intérêt pour l'environnement, de créer des communautés de pratique, de créer des règlements communs. Si la ville de Prévost sort un nouveau règlement qui touche l'environnement, bien qu'on ne soit plus les seuls, ou qu'une autre ville arrive avec un règlement, qu'on ne soit plus les seuls à sortir avec ce règlement-là et d'aller au front tout seul, qu'on soit 4, 5 villes qui vont donner comme un effet de signal, qui vont pouvoir partager des ressources, mais aussi pas aller toujours au front tout seul. Et je pense que ça peut être un beau leadership là, dans les prochaines années
de créer une communauté de villes là, qui veulent faire avancer la cause environnementale. Puis des fois, avec des affaires qui ont déjà été faites, là. Tu sais, je regarde, par exemple, le règlement à Terrebonne pour les restaurants en matière résiduelle qui interdit là, la vaisselle jetable, grosso modo, à l'intérieur des restaurants. Mais tu sais, il pourrait y avoir un mouvement que les villes adoptent ce règlement-là, et puis pour forcer à un moment donné Québec à aller plus loin. L'autre question au niveau des ressources, c'est parce que là, les villes doivent faire deux choses. Ils doivent réduire leurs émissions et ils doivent s'adapter. Et la facture d'adaptation, elle est grande monétairement, mais aussi elle est grande en ressources et en temps. Là, on est obligé on a des routes, je donne un exemple, on a des routes en gravier à Prévost, et puis là, on est en train on a fait un plan pour mettre l'asphalte recyclé sur l'ensemble des routes en gravier, parce que l'été, quand il y a des grandes pluies, on perd nos routes à chaque fois et ça prend un mois à nos cols bleus. Stéphane ça va avoir peut-être les cours chez Stéphane. Ça prend à chaque pluie, ça prend un mois à remettre nos routes en état. Pendant ce temps-là, on n'entretient pas nos fossés, on ne fait pas nos autres choses. Fait qu'il y a l'adaptation, la transition, puis au niveau des ressources financières, ben, tu sais, nous, on a bon, le règlement des co-fiscalités sur les produits usage unique, je l'ai mentionné, mais on utilise aussi la redevance au développement, qui est quand même de 6 000 bon, vous allez me dire, en Ontario, c'est 60 000, j'en suis bien conscient, mais pour le Québec, c'est quand même élevé. Fait qu'on essaie d'utiliser toutes les ressources qu'on a. Mais je pense que les villes doivent sortir de la taxe foncière. Par exemple, ils devraient avoir un autre point de TVQ. En ce moment, on a un point de croissance de TVQ qui nous aide beaucoup. Il faudrait avoir un autre point de croissance de TVQ. Il faudrait avoir des ressources qui ne viennent pas nécessairement, qui lâchent le foncier, là. Parce que le foncier, ça nous entraîne dans un mode de développement. Puis là, les urbanistes avec nous vont être d'accord. Ça nous entraîne dans un mode de développement de construire toujours, mais pas nécessairement de la meilleure façon pour aller chercher des ressources financières. Fait que c'est comme une fuite en avant continuelle. Fait qu'il faut, je pense qu'une grosse partie du problème de l'étalement urbain vient du mode de financement des villes. Fait qu'il faut changer le mode de financement des villes. Fait que je pense que j'ai répondu à tes trois questions. C'était peut-être pas clair comme réponse, mais j'ai essayé. Oui, puis le financement, oui, c'est quelque chose qui est porté là, notamment par la FQM, l'UMQ aussi. Puis en effet, là, ça fait que plus on développe, plus on va avoir, dans le fond, des revenus des taxes foncières, là. Mais je pense que c'est toi, Paul, qui en a parlé tout à l'heure, là. Mais il y a une façon aussi de développer puis de participer à la transition tout en ne s'endettant pas nécessairement davantage, là. Donc, puis Ève, je vais te laisser la parole. Ou je vais te laisser répondre, puis après ça, je vais aller aux questions du public, là, mais j'avais une question qui t'était dédiée. Ah, Je te laisse répondre ben avant. oui, mais c'est juste pour compléter en fait la réponse, parce que la littérature scientifique fait écho à plusieurs choses dont M. Germain a mentionné. Et souvent, les municipalités sont considérées comme des laboratoires de politique publique. Donc, il y a 1123, je crois, municipalités en 2025 au Québec. Donc, c'est pas chaque municipalité qui doit innover dans la mesure où les expériences ou les innovations des autres municipalités peuvent servir et qui peuvent être ensuite adaptées à d'autres municipalités. Ce n'est pas nécessairement un copier-coller qu'on peut faire, mais les bons coups, les mauvais coups aussi, apprendre des erreurs des autres municipalités parce que justement, on est dans de l'innovation quand on parle d'adaptation au changement climatique. Faut se donner le droit à l'erreur et de s'ajuster. En adaptation aussi, des fois, on doit ajuster les mesures qui sont en place, non pas parce que c'était des mauvaises mesures, mais c'est parce que le climat évolue plus rapidement que prévu, ou les connaissances scientifiques, donc des mesures qui étaient bonnes il y a 5 ans ne seront plus nécessairement valides aujourd'hui parce que le climat se réchauffe plus rapidement. Bref, donc miser aussi sur cette, je dirais, capacité collective
pas juste au sein d'une municipalité, mais entre les municipalités. Ça peut être une façon de faire pour réduire aussi les coûts liés à l'adaptation, parce que si on peut prendre une solution qui a déjà été testée et potentiellement améliorée face aux lacunes qui ont été identifiées dans une autre municipalité et amener cette version 2.0 dans notre municipalité, bien, ça permet de rendre le tout plus efficace, potentiellement à moindre coût. Oui, tout à fait. Autant profiter là, des apprentissages, des erreurs qui peuvent se faire dans d'autres municipalités pour l'adapter à la nôtre, là. Puis c'est ce qui est assez fantastique là, quand on peut voir des municipalités qui innovent, ben, de regarder comment que ça va, comment regarder les résultats aussi, puis ça nous permet même de mieux justifier notre projet par la suite, de mieux mobiliser la population quand on a un bon exemple à mettre de l'avant. Donc, je passerai, là, il nous reste pas énormément de temps. Je vais passer aux questions du public. J'avais une première question par rapport à la consultation des populations plus vulnérables. Donc, est-ce que, je vais demander notamment à Ève, là, mais d'autres personnes, vous pouvez répondre si vous avez en tête des exemples. Est-ce que tu aurais des exemples pertinents de consultations qui ont été réussies auprès de groupes vulnérables? Ouais, ben j'ai Donc, pour des mis en fait, projets notamment. ouais, j'ai mis une ressource dans le chat qui est le labo Climat Équité Climat, bref, le nom exact est dans le chat, mais qui est justement un laboratoire de recherche qui s'intéresse avec des praticiens aussi à développer des outils pour intégrer l'équité dans les décisions de politique publique en lien avec le climat. Donc, c'est une ressource qui est très intéressante. Il y a différentes méthodes là, pour faire des consultations auprès des populations plus vulnérables. C'est sûr que ce sont des populations, il n'y a pas une population vulnérable, il y a différentes populations vulnérables qui vont avoir différentes relations avec les autorités publiques. Donc, une bonne consultation va vraiment dépendre du contexte particulier dans lequel elle se prend, des acteurs qu'on veut consulter, de la confiance que les acteurs ont avec les autorités publiques. Une confiance, des fois, qui peut être longue à développer. Et c'est des populations qui sont plus difficiles à aller chercher dans bien des cas. Ça peut être des populations, justement, comme je le disais, qui parlent moins bien le français ou l'anglais. Donc, ce pas des populations qui vont aller participer nécessairement à des consultations publiques où ils doivent prendre la parole devant un groupe de gens si on a la difficulté de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Il y a évidemment d'autres types de vulnérabilité. Donc, c'est vraiment un défi d'être conscient des populations vulnérables qu'on veut aller chercher en premier. Ce serait ma première recommandation, en fait, pour justement ajuster nos consultations en fonction des difficultés qu'elles peuvent faire face. Donc, je reprends mon exemple de langue. Ça peut faire appel à un traducteur. Ça peut faire aussi à faire des discussions en plus petits groupes plutôt que devant une grosse salle qui va permettre aux gens de se sentir à l'aise pour ceux et celles qui n'aiment pas parler en public. Donc, il y a différentes solutions qui peuvent être mises de l'avant et il y a des groupes aussi, il y a des organismes communautaires qui travaillent avec ces populations-là qui peuvent être un bon lien de la part des autorités publiques. Donc, on n'est pas obligé de partir de zéro. On peut s'affilier avec des organismes qui connaissent ces populations-là si on n'est pas capable d'aller les contacter directement ou qui peuvent nous aider à comprendre les besoins des différentes populations, comment les aborder, comment les approcher, quel genre de questions ils sont à l'aise de répondre, ou là où ils ne sont pas à l'aise, etc. Et donc, se faire accompagner avec des acteurs qui comprennent les différents milieux en question. D'où l'importance aussi de varier nos modes de consultation. Là, on peut avoir des consultations en personne, par écrit, par téléphone. Comme ça nous permet vraiment de rejoindre une foule de population. Puis également d'adapter nos heures, d'avoir des consultations de jour. C'est pas nécessairement tout le monde qui va pouvoir y participer. De soir aussi, il peut y avoir des enjeux de garderie. Bref, c'est tout ça à réfléchir, là. J'imagine c'est d'où justement Oui, l'importance de diversifier. c'est ça, Je te laisserai la oui. parole. Oui, c'est Merci. ça. Je te laisserai la parole, Blaise. Je voulais compléter là, effectivement avec les organismes communautaires. Là, c'est vraiment, nous, c'est de la façon qu'on procède généralement parce qu'il y a tellement de populations différentes que c'est pas le matin où on a une question qu'on peut se mettre à comprendre, à développer des relations avec ces populations-là, puis développer des positions qui sont fines sur leurs besoins. Donc, ça, c'est un petit plaidoyer
travailler aussi dans la résilience des communautés, de soutenir ce tissu communautaire d'organisation pour être en lien avec des populations qui ont des besoins particuliers, puis de soutenir ces organisations-là aussi pour qu'elles puissent être le relais au moment, tu sais, de consulter ou d'avoir des questions sur les changements qu'on va faire. Et puis peut-être aussi de sortir un petit peu du rituel là, de la consultation publique qui s'adapte très, très mal à, à une population qui est pas connaissante là, de ces mécanismes-là. Donc, d'être dans c'est ça, passer par un réseau d'organismes communautaires, ça va vraiment faire la différence là, pour avoir des bonnes propositions. Oui, exact. De travailler ensemble aussi, là, de s'allier. Là. Il y a plusieurs organisations qui font déjà de l'excellent travail, notamment dans différentes collectivités et différents milieux locaux. Donc, autant s'allier avec ces personnes-là et ne pas essayer nous-mêmes là, d'aller comprendre chaque particularité. Comme on arrive bientôt à la fin, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice peut-être, là, chacune d'entre vous, si vous aviez un message à passer, notamment aux nouveaux élus qui viennent d'entrer en poste ou à ceux qui poursuivent pour les 4 prochaines années, ce serait lequel pour pouvoir atteindre justement nos objectifs climatiques qui sont globaux ou plus locaux? Euh, donc, j'ai déjà une petite idée vers où vous iriez, mais je vous laisserai peut-être une minute et demie chacune. Je pourrais commencer avec Stéphane si tu as déjà quelques Oui, points. oui, en fait, tantôt, moi, je n'ai pas vécu ça à Montréal, des glissements de terrain, mais des inondations, on en a vécu à Pierrefonds, à plein d'endroits, à Montréal-Nord, il y en a partout. Puis là, il y a des glissements de terrain même qui arrivent dans d'autres municipalités. Fait que là, je me dis, il faudrait arrêter d'être en mode urgence, puis c'est comme, ouh, ça arrive. Mais il faudrait se préparer. C'est pas facile. Je vous dis pas que c'est facile, mais de former nos gens pour que justement on mette en place. Je sais bien qu'il y a peut-être des affaires qui se font déjà, mais tu sais, les pompiers, c'est des pompiers. Tu sais, il faudrait avoir peut-être un personnel encore, tu sais, pour ces événements-là. Des personnes, tu sais, on a des cols bleus, oui, tu sais, mais tu sais, on est là pour l'asphaltage, l'aqueduc, tout ça. Mais il faudrait peut-être avoir, je ne sais pas moi, des équipes d'urgence dédiées peut-être dans certaines municipalités qui soient formées exprès pour ces événements-là qui arrivent beaucoup plus fréquemment. Écoutez, ça n'a pas de sens, comment ça peut. Puis, il faut être prêt pour pouvoir les aider, notre population, parce qu'on est en première ligne en tant que travailleurs. Je pense qu'il faut être prêt pour notre sécurité, puis la sécurité des gens aussi. Je pense qu'il faut se préparer. Puis, si ça serait un message à faire à nos élus, c'est préparez-les, vos travailleurs sont là, ils sont prêts à travailler pour vous autres, puis ils sont là pour vos citoyens, puis on les aime, nos citoyens. Ça a l'air de rien, là, mais on les aime vraiment. Là, Ah ben, c'est pour les citoyens que vous travaillez, là, ben notamment oui, ben oui, ben oui, directement. Là, c'est pour répondre aux enjeux qu'ils peuvent vivre. oui, carrément. Et c'est Merci. pour justement être toujours prêt, puis tu sais, parce qu'on veut toujours donner de la qualité. Tu sais, parce que, tu sais, c'est pas vrai là, qu'on est tout le temps à côté sur notre pelle. Tu sais, oui, il y a les stéréotypes, tout ça, là, tu sais. Non, 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 arrêtez ça. On aime notre travail, on aime nos citoyens, puis ça paraît. Ça paraît, puis parler avec les jeunes autour de vous, souvent, là, puis vous allez voir. Travailler avec ce sentiment-là, c'est d'autant plus agréable. Ça donne des résultats beaucoup plus probants également. Ah oui, Merci. C'est, merci à vous. c'est un bon message. Je laisserai maintenant peut-être Eve pour ton petit mot de la fin. Oui, ben, j'aimerais d'abord saluer l'engagement des différentes municipalités là, qui agissent pour le climat depuis plusieurs années, voire décennies. Donc, je dirais continuer dans cette veine-là, d'en faire plus parce qu'on a besoin que ça aille plus vite et d'en faire plus et plus vite. Et je dirais aussi de s'intéresser aux co-bénéfices des, des politiques climatiques, que ce soit de la réduction de gaz à effet de serre ou de l'adaptation. En adaptation, on parle qu'il y avait j'ai parlé des bénéfices économiques, là, des retombées économiques qu'il peut avoir, mais c'est vrai aussi sur le bien-être des populations.
des citoyens et des citoyennes. Donc, de mettre de l'avant non seulement ce qui est fait pour le climat, mais aussi c'est quoi les bénéfices qui vont découler de ces initiatives-là climatiques qui vont avoir un impact positif direct sur le quotidien et le bien-être des citoyens et des citoyennes. Merci beaucoup. Je peux laisser la parole à Blaise? Oui, ben donc moi, c'est ça, je vais revenir. Ça nous prend une vraie bonne stratégie de mobilisation puis d'accompagnement dans le changement. Et puis, il faut financer adéquatement là, nos services publics liés à la réduction puis l'adaptation des changements climatiques. Et là-dessus, j'ai deux solutions. Là, évidemment, les municipalités ne peuvent pas aller récupérer l'espace fiscal avec un impôt sur le revenu, mais elles ont la taxe foncière, elles ont aussi parfois là, des services qui ne font pas partie de leur mission, comme le stationnement sur rue, qui, à Montréal, là, c'est une valeur de plus d'un demi-milliard par année qui est donnée à une partie de la population qui utilise le stationnement sur rue. Alors que leurs voisins se payent leur stationnement sur rue ou n'ont pas de voiture. Donc, il y a des fois, on finance le problème aussi, là. Donc, ça, c'est vraiment un cas de service public qui pourrait être beaucoup mieux, qui pourrait être tarifé, en fait, qu'on pourrait cesser de subventionner. Puis, il y a aussi le pendant hors rue pour le stationnement non résidentiel. Il y a de plus en plus de municipalités qui ont mis en place des taxes sur le stationnement non résidentiel. Donc, c'est vraiment une bonne façon de financer les transports collectifs, d'inciter les promoteurs à redévelopper leurs espaces de stationnement excédentaire, parce que quand on vient les taxer, ils deviennent moins rentables, encore moins rentables. Et puis, ça peut aussi financer là, l'adaptation au changement climatique, donc la gestion de l'eau de pluie ou même le financement des transports collectifs. Puis ça a une vertu là, donc globale, beaucoup plus que d'autres mesures là, comme une taxe sur la masse salariale, par exemple, où est-ce qu'on vient taxer quelque chose de positif, le travail. Là, on vient taxer un espace qui est généralement sous-utilisé puis qui a beaucoup de conséquences beaucoup de retombées négatives. Alors, ben, c'est ça. Donc, je pense que ces deux leviers-là, moi, c'est ceux sur lesquels je pense qu'il y a le plus de co-bénéfices puis de potentiel d'aller chercher de l'argent au niveau municipal là, donc sans s'enfarger là, avec des nouveaux moyens ou des requêtes à des gouvernements de paliers supérieurs qui ont démontré qu'ils ne prenaient pas ça au sérieux là, dans les dernières années. Oui, c'est ça. Il y a des outils d'écofiscalité qui peuvent être utilisés par les municipalités. Puis oui, il y en a plusieurs. Puis il y a déjà des exemples. Tantôt, on parlait aussi on n'est pas obligé d'innover toujours, là, mais justement, il y a des municipalités qui ont déjà mis en place plusieurs outils d'écofiscalité, dont Prévost là, avec les déchets à usage unique, si je ne me trompe pas. Donc, justement, je te laisserai les derniers mots de la fin, Paul. Ah, ton micro est coupé. Désolé. Je pense que oui, les municipalités peuvent en faire beaucoup. J'écoutais Ève, elle nous met pas mal de pression, là. Mais oui, on peut en faire beaucoup, mais je pense qu'il faut se concerter entre nous, les villes, et puis peut-être se concerter avec les acteurs, que ce soit les CRE, les travailleurs, travailleuses, et puis le milieu universitaire. Donc, je pense que la concertation, puis vivre en ville, ben, est un élément de concertation. Puis je remercie là, de l'invitation ce midi et puis les autres panélistes aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment se multiplier nos forces ensemble et puis on va y arriver et jamais, jamais, jamais abandonner. Toujours continuer. Merci. C'est un bon mot de courage aussi. Puis j'abonderais un peu dans le même sens là, pour les nouvelles équipes municipales de continuer, en fait, le bon travail qui est fait. Là, on voit plein de belles choses, puis ça continue de progresser, d'aller dans la bonne direction. Donc, on peut dire ce qu'on veut de d'autres paliers de gouvernement. Puis, c'est pas les municipalités à elles seules qui vont pouvoir tout régler, mais on est déjà dans une bonne direction. Donc, voilà, merci beaucoup, beaucoup à tous les panélistes. C'est super intéressant d'avoir différents points de vue, d'aller autant des travailleurs aux organisations qui viennent appuyer les municipalités
le milieu plus universitaire, puis les municipalités directement. Je pense que c'est aussi un appel là, aux municipalités de dire il y a beaucoup d'organisations qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour peut-être vous donner des trucs aussi, vous pointer qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, qu'est-ce qui s'est fait de bien, c'est quoi les erreurs. Donc, merci beaucoup. Je laisserai la parole à Elisabeth. Elisabeth, juste pour terminer et clore le webinaire. Oui, ben merci beaucoup, Thalie. Puis exactement comme tu Exactement comme tu le disais, pardon. Donc, c'est vraiment justement les dialogues pour le climat, ben, c'est vraiment dans leur essence d'offrir ces espaces-là de concertation en différents secteurs de la société civile du Québec pour mobiliser l'action climatique. Donc, aujourd'hui, c'était notre premier panel thématique et pendant les 2 autres semaines de la COP qui commençait aujourd'hui, donc du 10 au 22 novembre, et harmonisé aux thématiques de la COP, les dialogues pour le climat vous présentent à chaque jour des panels intersectoriels et des débriefages aussi avec des gens sur place pour vous dire comment ça se passe pour les négociations, et aussi des dialogues sur divers sujets qui vont de la transition énergétique au Québec au lien climat-biodiversité à la santé des populations. Je tiens encore à remercier encore une fois nos panélistes et notre super animatrice pour les discussions très enrichissantes, ainsi que tous les partenaires des dialogues pour le climat. Également, désolée pour les petits pépins Wi-Fi, donc à Belém, en ce moment, on fait notre mieux, mais donc très contente d'avoir pu être avec vous, puis je vous dis à la prochaine fois et merci encore à toutes les panélistes. Merci beaucoup.